Donc bonjour à notre dernier bloc de matière fondamentale du cours d'INF 130. Donc c'est le deuxième bloc de notre troisième partie du cours. On avait vu précédemment comment aller travailler à l'intérieur de la feuille d'Excel, aller chercher les différentes informations. Là, ce qu'on va voir, c'est comment créer nos propres formulaires, nos propres environnements interactifs pour être capable d'aller travailler sur des problèmes plus complexes. Donc, le principe du formulaire, c'est d'avoir une fenêtre interactive. Donc, d'avoir une fenêtre ici avec différents contrôles, OK? Donc, différents éléments qu'on peut utiliser, différents éléments que je peux aller travailler à l'intérieur, puis que ces éléments-là soient contrôlés par notre code. Donc, le fait ici que les différentes valeurs de mois sont entrées, que l'année disponible soit là, c'est toutes des choses qui ont été codées derrière. Après ça, on va voir comment travailler puis être capable d'aller rechercher l'information qui existe à l'intérieur de ce formulaire-là. Donc, ça va venir en deux parties. Donc, la première partie de ce soir va être sur le formulaire lui-même et les différents contrôles possibles. Donc, quand on parle de contrôle, on parle des différents éléments qu'il y a dans le formulaire. Des zones de texte, des text box, des list box, tous les types de contrôles qu'on peut mettre, tous les éléments. Puis après ça, on va aller voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les événements des formulaires pour être capable de faire agencer notre code au formulaire lui-même. Ici, gros bémol avant de commencer à travailler là-dessus. Vous voyez ici en ce moment que je suis en train de rouler ça. Bon, moi j'ai un Mac, mais je suis en train de rouler un environnement de Windows en dessous de ça. La grande limitation d'Excel sur Mac, ça va être l'incapacité de créer des nouveaux formulaires. Donc, le principe des formulaires ici, c'est que dans le troisième travail pratique, les différents formulaires vont être déjà créés pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin, même si vous avez un Mac, de changer votre formule. Les formulaires sont déjà là, ils existent déjà. Vous ne pourrez juste pas les créer. Donc, la première partie du cours, assumez que c'est déjà fait pour vous. OK. Fait que comment est-ce qu'on crée un nouveau formulaire? Donc, on peut aller ici dans notre menu d'insertion, puis être capable d'aller dans le menu d'insertion, on a le User Form. Donc, les User Form, c'est un formulaire en français, puis on peut cliquer là-dessus pour créer un nouveau User Form. À partir de là, on a notre petite fenêtre qui va être la fenêtre principale dans laquelle je vais pouvoir insérer les différents contrôles. Donc, le principe ici, c'est que si j'essaie d'exécuter ça, si j'essaie de piquer sur le Python Run, ça va faire afficher juste une fenêtre vide parce qu'en ce moment, on n'a rien ajouté comme contrôle dans le formulaire. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je veux rajouter des choses? Bien, avec vient un gentil petit toolbox, puis c'est les différents contrôles à l'intérieur de ça qui va être capable d'être ajoutés. Donc, si on les regarde un à un, on a le premier qui est le label. Donc, le label est capable de faire juste du texte, OK, une étiquette. Donc, je peux rapidement aller à l'intérieur, puis quand je clique sur l'élément, là, ça va être intéressant. Quand on regarde en bas à gauche de la fenêtre, on a la fenêtre des propriétés. Puis, à l'intérieur de celle-ci, on va avoir les différents noms des éléments, les différentes valeurs, la police, toutes les caractéristiques que je pourrais utiliser avec. Donc, si je veux changer ici le contenu, hein, ça c'est le caption, et que je peux marquer « Bonjour » et ça change le contenu à l'intérieur du formulaire. Donc, les étiquettes, c'est juste pour avoir du texte non modifiable que tu ne peux pas interagir avec. On a ensuite les zones de texte, donc un text box. Donc ça ici, ça va être une zone de texte qu'on peut interagir avec. Donc quand je vais exécuter mon programme en ce moment, j'ai maintenant le bonjour, j'ai maintenant le text box. Dans le text box, je peux aller écrire des choses, puis on va voir que plus tard, on peut aller rechercher l'information qui existe à l'intérieur de cette zone de texte-là.
On a ensuite nos deux menus à plusieurs options. Donc, on va avoir ici le menu déroulant, puis le listbox. Donc, le principe ici, c'est que les deux peuvent avoir plusieurs informations à l'intérieur, mais il y en a un que les différentes informations vont être dans un menu déroulant, ça porte bien son nom. Puis le deuxième va être juste affiché un en haut de l'autre. Puis s'il y en a trop qui dépassent, on va avoir une barre de défilement qui va apparaître, qui va nous permettre d'aller sélectionner. Donc en ce moment, il n'y a pas rien à l'intérieur. Hein? Puis on va voir que ben, même si j'écris des choses ici, là, il n'y a rien qui change derrière. Donc on va voir que ces éléments-là vont être utilisés pour comme rajouter des choses. Puis on va pouvoir travailler avec, voir lequel qui est sélectionné, aller chercher l'information, des choses comme ça. On a aussi, moins utilisé, mais il y a des checkbox, donc qui me permet d'avoir des cases à cocher, ou sinon des boutons radio. Si on tasse un petit peu. Donc on peut voir ici que c'est très drag and drop. Là, je peux faire que ma fenêtre est plus grande, puis bouger les choses comme j'ai besoin. Puis ça me crée les différentes options qui sont possibles à l'intérieur. Puis le restant, il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on va utiliser. Le dernier qu'on va regarder, ça va être le Command Button. Donc le Command Button, c'est tout simplement un bouton que je peux cliquer pour activer une action. Donc ici, j'ai un Command Button. Donc si je clique, je peux cliquer sur le Command Button, mais en ce moment, il ne se passe rien. Donc, le principe du formulaire, c'est qu'on va avoir une petite fenêtre qui va être créée pour nous. Puis, à partir de ça, je peux aller modifier les différents éléments, rajouter différents contrôles, puis être capable de modifier leurs caractéristiques en allant dans les différentes propriétés. Je peux évidemment changer le nom du formulaire lui-même si je veux. Fait que mon form, mettons. Hein, puis changer les différents éléments de base du formulaire comme je pourrais avoir besoin. Fait qu'on a le principe de j'ai rajouté différents contrôles, je suis capable de faire en sorte d'exécuter ce formulaire-là, puis voir que je peux interagir avec. Mais là, quand j'interagis avec, il ne se passe rien. Hein, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de code qui est relié à ce formulaire-là. Le formulaire existe, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'événements qui sont déclenchés quand je clique sur les différents contrôles du formulaire. Fait que la deuxième partie importante des formulaires, ça va être le principe d'événement. Donc, quand on travaille avec le formulaire, il y a deux facettes au formulaire. Il y a la partie affichage, comme on voit en ce moment, puis il y a la partie code qui se passe derrière. Donc, il y a différentes manières d'accéder au code du formulaire. La manière la plus simple, c'est d'utiliser le bouton droit, puis sur le formulaire, puis d'aller voir le code du formulaire. Fait que je peux voir l'objet qui me fait apparaître le formulaire lui-même, puis je peux aller voir le code qui va me faire apparaître le contenu du code derrière. Fait que le principe ici, c'est que c'est comme un module, hein, donc ça appartient au formulaire, ce code-là. Puis c'est ça qui va être capable de ajouter le code qui va être exécuté quand certains événements de mon formulaire vont être activés. Fait que là, la question qui vient, c'est quoi les différents événements possibles que je peux avoir avec mon formulaire. Fait que le principe, c'est que les événements, c'est des noms de sous-programmes qui sont prédéfinis, puis qui vont indiquer que ce sous-programme-là va automatiquement être exécuté quand cet événement-là va être déclenché. On se donne un exemple, comme ça va être beaucoup plus simple et clair. Fait que l'événement le plus typique, ça va être le clic d'un bouton. Fait que pour être capable de savoir c'est quoi le nom de l'événement, on a plusieurs possibilités. Le plus facile, c'est tout simplement de double-cliquer sur le contrôle, puis quand on double-clique sur un contrôle, ça va automatiquement créer le sous-programme pour l'événement, puis
puis l'événement le plus commun, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs événements possibles avec le même contrôle. Fait que quand je double-clique sur mon Command Button 1, je dis quand je double-clique correctement, ça nous rapporte dans le code de mon formulaire, mais je peux voir que ça a automatiquement créé un nouveau sous-programme qui s'appelle Command Button 1-bas click. Donc, cette formulation-là, on va mettre ça de côté comme on va voir les deux en même temps. Cette formulation-là est créée avec, dans la première partie, le nom du contrôle. Donc là, par défaut, le nom de la caption puis le nom à l'intérieur est le même. Fait que mettons qu'on change un petit peu là. On va l'appeler OK, puis on va dire mon bouton. Donc maintenant, le nom du contrôle, ça s'appelle mon bouton, puis le caption, le texte à l'intérieur, c'est maintenant OK. Fait que quand je double-clique dessus, je peux voir que ça change le nom de l'événement. C'est plus lui qui est invoqué. En fait, lui, il va être maintenant superflu. On peut le déliter. Puis, on peut voir ici que c'est maintenant mon bouton underscore click qui est l'événement par défaut quand je clique sur le bouton. Fait que le principe ici, c'est que je peux déclencher l'exécution de ce sous-programme-là en cliquant sur le bouton quand le formulaire est en train d'être exécuté. Essayons de voir. On peut ici mettre un message box. Donc, on met un message box. Donc, quand ça va être exécuté, ça va faire afficher un message box avec bonjour à l'intérieur. Fait que quand j'essaie ça et je clique sur le OK, j'ai le message box. J'ai maintenant réussi à avoir de l'interactivité avec mon formulaire. Deuxième méthode pour être capable de savoir c'est quoi les différents noms des événements. On va ici utiliser les différents menus déroulants qui existent au-dessus de notre fenêtre de code. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué auparavant, mais on avait la possibilité d'utiliser le menu déroulant quand on est dans un module quelconque pour avoir la liste des différents sous-programmes qui existent à l'intérieur. Mais quand on est dans le formulaire, on va avoir deux menus. Un menu pour sélectionner les différents contrôles possibles. Fait qu'on peut voir ici, j'ai mon bouton, mais je peux voir ici, j'ai aussi le list box, le label, et ainsi de suite, le text box, tout ce qui se passe à l'intérieur. Puis, une fois que j'en ai sélectionné un, fait que mettons ici, je m'en vais dans le text box, j'ai le menu de droite. Bon, par défaut, quand j'en sélectionne un, encore une fois, il va sélectionner l'événement le plus commun, celui-là qu'à 99% du temps, tu veux avoir. Mais si tu cliques sur cette liste-là, il va y avoir tous les événements possibles. Donc, tous ces événements-là existent par rapport au contrôle. Donc, le principe, c'est que quand mon textbox change le texte à l'intérieur, ça va activer ça. Mais je peux faire si je rentre à l'intérieur, si je pèse sur des clés, si je mets des souris à l'intérieur ou pas. Okay, donc, il y a un paquet d'événements possibles qui vient avec ça. Fait que le principe ici, c'est que dépendamment de ce que je veux faire, je vais utiliser le bon événement pour être capable de travailler avec ce que je veux faire. Fait que un exemple ici, j'ai le textbox change. Fait que ce que ça fait, ça, c'est à chaque fois que je change le contenu du textbox 1, qui est ma zone de texte ici par défaut, il y a ce code-là qui va être exécuté. Fait qu'admettons ici, j'aimerais que l'étiquette label 1 prenne la même information que ce qu'il y a dans mon textbox. Donc, pour être capable de faire ça, il va falloir changer le contenu de celui-là. Puis, on a vu que pour changer le contenu, on pouvait utiliser la propriété caption. Fait que là, ici, c'est un peu comme des objets d'Excel, ces affaires-là. On va pouvoir utiliser leur nom, puis utiliser leurs différentes propriétés pour changer le contenu. Fait que, mettons ici, je veux démontrer que je peux changer le contenu
de mon label 1. Fait que quand je vais cliquer sur mon bouton clic pour l'instant, ça va faire un message box de bonjour et le label 1.caption va changer pour bonsoir. Fait qu'en ce moment, je viens de changer l'événement de clic de mon bouton. Quand je clique sur le bouton, ça devrait changer le contenu du texte de cet élément-là. Je vais ici, ça l'affiche mon bonjour, et après ça, je peux voir que ça fait bonsoir. N'est-ce pas merveilleux? Ici, tous les changements que je fais au formulaire sont non destructeurs. Ça veut dire que quand je ferme le formulaire, il revient à son état initial. Il n'y a pas besoin de travailler plus que ça. Parfait. Donc, on revient ici, puis le principe, c'est je veux changer. À chaque fois que je change quelque chose là-dedans, je veux l'envoyer dans celui-ci. Fait que le principe, c'est qu'il faut que je trouve c'est quoi la propriété qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ici, ça vient avec les exemples qu'on vous donne. Donc si vous allez voir sur le site de cours, il va y avoir 2-3 exemples qui vous sont donnés. Aussi, dans le troisième travail pratique, il y a un des 3 formulaires qui vous est tout de suite donné, complété déjà. Donc vous allez pouvoir aller étudier ces différents cas spécifiques-là pour être capable de voir c'est quoi les différents noms des choses, les différents noms des propriétés, les différents noms des méthodes, pour être capable de travailler avec. Donc, le principe ici, c'est que celui-ci, c'est le value qui va changer. Si je fais un test ici, on fait test de texte. Je peux voir ici que le value change effectivement le contenu qui est à l'intérieur de mon textbox, de ma zone de texte. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que je change le contenu de ma zone de texte, qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer le contenu de mon label 1. Je veux changer le caption, puis je veux que ça devienne quelque chose qui a rapport au contenu de mon textbox. Fait que quand j'exécute ça, si je commence à insérer du texte, soudainement, tout le texte insertion. En tout cas, on voit qu'à chaque fois que je change quelque chose, ça se répercute dans l'étiquette que j'ai immédiatement à côté. Fait qu'on a le principe fondamental de formulaire qui contient différents contrôles. À l'intérieur des différents contrôles, on a différentes propriétés. Une qui est super importante, ça va être le nom. Donc, ils sont déjà fournis, là, comme j'ai dit. Si vous êtes sur Mac, vous n'êtes pas capable de créer des nouveaux formulaires, mais vous allez être capable de quand même travailler avec les différentes, la partie code. Donc, pour le travail pratique 3, juste pour être certain que tout le monde soit capable de le faire, les formulaires sont déjà fournis avec leurs différents contrôles, puis c'est à vous de compléter la partie de code derrière. Comme je vous ai dit, on vous en donne un déjà tout fait pour être capable de travailler avec facilement. Donc, le principe, à partir de là, c'est qu'il va falloir être capable de aussi travailler avec les autres types de contrôles. L'autre qu'on va voir le plus, ça va être les listbox ou les combo box, donc ceux qui ont des éléments à l'intérieur. Donc, on va regarder comment rajouter des éléments à l'intérieur de ceux-ci. Donc, si on regarde ça, on va retravailler avec... On va se donner un autre bouton. Fait que je peux me créer un autre bouton. Oups, c'est pas un bouton, ça. Moi, je voulais un common button. Merci. Puis, on va l'appeler... Ajouter. Puis, on va dire... Ajout. Je l'appelle ajout button. Puis le texte à l'intérieur, ça va être marqué ajout. Fait que pour aller avoir le
l'événement qui vient avec. Je peux double-cliquer sur le bouton lui-même. Ça me crée le bon code derrière. Fait que là, ce que je veux ici, c'est être capable de changer le contenu de ça pour être capable de travailler avec, puis d'ajouter des éléments. Fait que pour ajouter des éléments, ce qu'on va utiliser, c'est ComboBox 1. On a la méthode addItem. Donc, c'est une méthode, ça veut dire comme une fonction qui est rattachée à l'objet. Donc, c'est à moi d'aller écrire quelque chose ici. Fait que je peux dire, juste par principe, on va dire item. Puis c'est une procédure, fait qu'on peut faire un call là-dessus. Puis on peut avoir, juste pour s'aider un petit peu aujourd'hui, un gentil input box. Donc maintenant, quand j'exécute ça, je clique sur le bouton ajout, ça me demande un input box, je peux marquer allô. Puis là, le contenu de celui-là est rajouté à la liste. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si j'en ajoute un autre, on peut voir que il se rajoute à la liste. Puis à partir de là, je peux les sélectionner. Même principe ici, on va avoir la même chose, mais avec le... Donc, le listbox est la même mécanique que le ComboBox, c'est juste que l'affichage est différent. Donc, entre les deux, je peux faire un ajout. Je dis salut. On peut voir ici qu'il apparaît. On a bonjour. Allô. Puis ici, on a encore la liste des Hollandes qui apparaît. À partir de là, je peux encore une fois aller les sélectionner. On peut même faire en sorte d'aller voir quelle est la sélection qui est courante. Donc, le principe ici, c'est que je vais avoir ce qu'on appelle un list index qui me permet de savoir c'est lequel qui est couramment sélectionné. Et que dans notre bouton OK, on va aller se rajouter un petit peu de plaisir. On va dire, bon, plus besoin du message box, on a compris le principe. Puis dans la caption, je vais aller mettre item, 2 points. Puis je vais aller chercher le listbox 1.listIndex. Donc le listbox 1.listIndex, ce qui va nous permettre de voir, c'est quel élément est couramment sélectionné. Donc si on essaye ça, on se rajoute des éléments. Donc j'en sélectionne un dans la gang, puis quand je clique sur le OK, je peux voir ici que ça change le numéro. Puis si je change de sélection, je peux voir que ça change ici. Point fondamental quand on est en train de travailler avec les listbox puis les combobox, le listIndex commence à la valeur 0 plutôt que 1. Donc, j'ai sélectionné le premier ici, puis ça me donne l'item 0. Quand je sélectionne le deuxième, ça me donne l'item 1. Donc, toujours se rappeler que ça débute à 0. Qu'est-ce qui arrive si je rentre des choses, mais je n'ai pas d'éléments sélectionnés? Si je regarde ici, je peux voir que le listIndex va être à -1. Donc là, pour l'instant, on est un peu pogné à toujours devoir rajouter les différents éléments manuellement, mais on a d'autres possibilités. Il y a certains événements qui n'existent pas avec comme une réaction à l'utilisateur, mais une réaction à une situation plus globale. Fait que celui qu'on va aller regarder, ça va être
un qui s'appelle Activate. Donc, je sélectionne le User Form et je clique sur Activate. Là, ici, ça crée un User Form click qu'on n'a plus besoin, on peut l'enlever. Donc, le User Form Activate, User Form, c'est pour le formulaire, c'est toujours le nom qu'on y donne. Puis le Activate, c'est quand il apparaît pour la première fois, à sa première initialisation. Donc ici, ça peut être intéressant d'avoir de l'initialisation. Des choses comme listbox1.addItem, où c'est que je dis salut, puis on pourra en avoir un deuxième qui pourrait dire bonjour. Puis à partir de là, quand je vais activer le formulaire, je peux voir que directement, les différents éléments sont disponibles. Puis je peux les utiliser avec mon list index. Un autre élément qui est intéressant, autre que le list index, c'est l'index lui-même. Donc, je peux utiliser le list avec un numéro d'index. Ici, si, mettons, j'utilise le list index 1, donc encore une fois, là, on est en train de modifier le comportement du clic de mon bouton qui va nous dire le contenu de la liste à l'emplacement 1. Si je clique sur OK, je peux voir que l'item à l'intérieur, c'est bonjour. Donc, le list me permet d'aller chercher l'information qui est couramment dans cette liste-là. Comme ça, je peux aller la recueillir, l'utiliser à d'autres places, et ainsi de suite. Fait que, il y a plein de petits éléments qui sont intéressants pour travailler avec ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va aller étudier comment un des formulaires qui vous est fourni a été créé de toutes pièces. Donc, on va aller regarder le formulaire de planification, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce que ça a été capable de faire ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va pouvoir répéter ces éléments-là pour les deux autres formulaires qui nous sont demandés. Donc, si on regarde ici, dans le formulaire de planification, si on regarde juste les contrôles, on peut voir qu'on a différentes étiquettes qui ont été placées. On peut voir qu'on a 3 menus déroulants, puis on peut voir qu'on a une zone de texte avec 2 boutons. Donc, tous les contrôles qu'on a vus jusqu'à date, ça va bien. Si on regarde celui de la gestion de tâches, on peut voir qu'il y a une étiquette, différents boutons, puis une list box qui va nous permettre d'avoir une liste d'informations à l'intérieur. Je sais, il n'est pas construit encore. Puis après ça, le formulaire de tâches, même principe. On a les différents éléments qui sont là, 2 boutons disponibles. OK, puis là, c'est à nous de créer, puis 3 textbox, 2 listbox. Donc, tous les contrôles qu'on a vus jusqu'à date sont à l'intérieur d'ici. Parfait. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce que celui-là est géré de manière automatique. On peut voir que quand je l'exécute, il y a les différents mois, okay, les jours qui sont là, puis les jours, ils sont juste disponibles par rapport à au mois sélectionné, puis à l'année sélectionnée. Donc, si je tombe en 2021, en février, je peux voir que j'ai juste 28 jours. Donc, il faut être capable de remplir les différentes années, remplir les différents mois, puis remplir les différents jours, dépendamment de la sélection de ces 2 éléments-là. Après ça, il faut être capable de sélectionner, remplir le nombre d'employés. Puis si on clique sur planifier, puis qu'il y a une des informations qui n'est pas bonne, mettons que si je n'ai pas rentré un nombre adéquat, ça va me donner un message d'erreur jusqu'à temps que je rentre un nombre adéquat pour être capable de l'utiliser. Donc, on va regarder le code derrière. Comment est-ce que ça se passe? Donc, si on commence, on va aller regarder avec le premier sous-programme qui est le initialiser. Donc, le principe ici, c'est que si on va voir le activate, okay, donc le user form activate,
me permet d'appeler un autre sous-programme que j'ai appelé initialiser. Ça va être utile ça parce que des fois, on va avoir à remettre notre formulaire à 0, là, à rafraîchir toutes les informations à 9, sans que le formulaire soit activé de nouveau. Fait que si on fait juste, mettons, un bouton reset ou une cancellation, on ne voudra pas détruire le formulaire puis que tout refaire. Fait qu'on se fait une fonction à part qu'on va pouvoir appeler quand on a besoin, juste pas quand le formulaire est nécessairement activé. Fait qu'on se crée souvent une procédure initialisée. Puis à l'intérieur de celle-ci, c'est elle qui va mettre les valeurs initiales de tous les différents contrôles à leur valeur initiale. Donc, le principe ici, c'est que si on regarde, on a un paquet d'assignations des différents contrôles. Donc, si on regarde ici, on peut voir que ça commence avec le value de ma zone de texte. Je peux voir ici, la zone de texte s'appelle texte nombre employé. Donc, je veux que le value soit vide. S'il y avait déjà quelque chose, je veux que ça soit enlevé. Fait que dans le code, on lui donne une chaîne vide. Après ça, je veux rentrer les différentes années. Quand on l'avait exécuté, on avait de 2020 à 2025 qui était automatiquement rentré. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, on peut avoir notre combo box année qui a des ajouts avec le add item. Puis là, je vais avoir juste différentes années. Fait que si on a une constante de départ qui est setée à 2020, puis une constante de fin qui est à 2025, dans un module de constante à part qu'on vous fournit aussi. Donc, avec ces deux informations-là, ça va aller de 2020 à 2025, puis ça va venir ajouter toutes ces valeurs-là à l'intérieur. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est, mettons, j'enlève ça ici. Voilà, il n'est même pas la vie, là, parce qu'il ne trouve pas l'élément. Mais quand on part le formulaire ou quand on rajoute des éléments dans un combo box, il n'y aura pas d'élément de sélectionner par défaut. Fait qu'on avait vu qu'on pouvait regarder le list index pour savoir quel élément était sélectionné. On peut l'utiliser aussi en assignation. Donc, quand je suis en train d'initialiser les choses, une fois que j'ai rempli mes différentes années, je peux dire, va juste sélectionner la première valeur que j'ai rentrée. Encore une fois, en utilisant la valeur 0. Dans les list box et les combo box, c'est indexé à partir de 0. Faire attention à ça. Donc, on a tout ça qui est à l'intérieur. Autre méthode intéressante, on a le clear qui est utilisé pour être capable de vider le contenu. Donc ici, le principe, c'est que s'il y avait déjà des choses pour quelconque raison, on le vide, puis c'est à moi d'aller le re-remplir. Donc après ça, là, on a les différentes constantes de mois, fait qu'on fait juste toutes les rajouter manuellement. Tout ceux-là, c'est les chaînes de caractères qui viennent avec. Encore une fois, on sélectionne le premier. Puis là, on veut, une fois que ces deux-là sont remplis et présélectionnés, on va être capable de remplir le nombre de jours. Donc, le nombre de jours va de 1 jusqu'à... Ben, ça dépend du mois puis de l'année. Fait que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est fait un autre sous-programme qui me permettait de remplir la liste de jours. Puis celui-ci va, clearer l'élément, va remplir avec une book for, encore une fois, de 1 jusqu'à... Puis là, on vous donne une fonction nombre de jours dans le mois, comme qu'on avait fait dans le premier travail pratique, qui va donc prendre le mois et l'année. Fait que pour être capable d'aller chercher ça, pour aller chercher le numéro du mois, on va prendre le list index, qui me dit c'est quel numéro dans la liste je suis rendu. Mais faire attention, ça commence à 0, fait qu'on veut additionner 1 pour que ça commence à 1. Puis après ça, on a directement la valeur de l'année que j'ai dans mon combo box. Fait que ça va me dire mon nombre de jours de 28, 29, 30 ou 31. Puis à partir de là, ben, la boucle va tourner de 1 jusqu'à ce nombre-là. Puis ça va tout ajouter les nombres. Puis on va avoir mon élément initial que j'ai ici. OK, de 1 à 31. Puis si je sélectionne le mois de février, ça change jusqu'à 29. En fait, le fait que ça change, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit dans le code de manière explicite. Fait que le principe ici, c'est que si je retourne dans le code, puis je double-clique là-dessus, on peut voir que quand
je clique sur le combo box moi et je change la valeur. Donc, quand je modifie qu'est-ce que j'ai sélectionné, je peux voir que ça réappelle mon remplir les jours. Hein, mon remplir les jours qui regarde le mois, qui regarde l'année, puis qui va remplir ma liste de jours en conséquence. Même principe pour mon combo box année. Parfait. Donc, on a la remplir les jours, on a les combo box. OK. Une chose à aller regarder avant de voir les autres sous-programmes, ça va être comment utiliser ces différents formulaires-là dans notre code principal. Fait que on va aller ici, on va se créer un petit quelque chose rapide. Donc, pour être capable de faire afficher un formulaire à partir d'un bout de code qui n'est pas dans le dit formulaire. Hein? En ce moment, je suis dans mon module interface, j'ai créé mon propre sous-programme, puis je vais être capable de faire afficher mon formulaire de planification. Ben, on va appeler une procédure qui a le nom du formulaire, puis qui a la méthode show. Donc, la méthode show va prendre un formulaire puis va nous le faire afficher. Fait que là, le principe, c'est que je clique là-dessus, je sélectionne mes choses, je m'en vais là, puis là, je clique sur planifier, puis quand le formulaire disparaît, ici, on va se donner un exemple. Une fois que le formulaire disparaît, oups, on se reprend ça, une fois que le formulaire disparaît, on a notre code qui revient en utilisation. Donc, il faut faire attention, quand on travaille avec ça, le show va faire apparaître le formulaire, puis le code est comme en pause jusqu'à temps que le formulaire disparaisse. Puis une fois que le formulaire est disparu, je peux continuer dans mon code. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je fais pour faire disparaître le dit formulaire? Ben, on va regarder comment ça a réussi à faire ça. Donc, quand je clique sur planifier, là, ça a fait disparaître le formulaire. Quand j'ai cliqué sur quitter, j'ai fait disparaître le formulaire. Comment j'ai réussi à faire ça? Si on regarde, que je clique sur quitter ou sur planifier, les deux utilisent un me.hide. Donc, cette commande-là me permet de faire cacher le formulaire pour être capable de continuer dans mon code normal. Là, la problématique, c'est que quand je vais être dans mon code normal, je vais être capable de savoir est-ce que j'ai cliqué sur planifier ou est-ce que j'ai cliqué sur quitter. Hein, parce que si j'ai cliqué sur planifier, là, je vais faire des choses, mais si j'ai cliqué sur quitter, je ne veux pas avoir à traiter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que la personne a comme cancellé le formulaire. Donc, je ne veux pas traiter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que pour s'aider à faire ça, on a quelque chose qui est déjà prévu. Donc, si on regarde, on a une variable, puis là ici, c'est un des seuls cas où c'est qu'on a le droit de faire ça. On a une variable globale privée au formulaire qui va me permettre de sauvegarder l'état de est-ce que je suis en train d'annuler ou pas. Fait que le principe, c'est on a notre global état de sortie, puis lui, on a des constantes pour dire est-ce que le formulaire était correct ou est-ce que j'ai annulé. Puis une fois que j'ai cette chose-là de sauvegarder, je me crée une fonction à l'intérieur du formulaire qui va me permettre d'aller chercher l'information de cette valeur-là. Fait que, comment est-ce que je peux utiliser ça par la suite? On a le formulaire qui est ici, mais le formulaire, c'est une procédure. Je ne peux pas sauvegarder rien comme un code de retour ou quoi que ce soit. Donc, il faut que j'aille une conditionnelle qui va utiliser le résultat de cette fonction-là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la constante. C'est const formulaire OK.
Donc, avec ça, le principe, c'est qu'on fait l'affichage de notre formulaire, puis on va avoir une condition qui va me permettre de regarder est-ce que ça a bien été ou pas. Puis je peux savoir est-ce que c'est beau, puis je continue mon code normal, ou est-ce qu'il y a eu un problème, on a annulé, puis là, il faut prendre d'autres situations. Fait que si je clique sur le quitter, je peux voir que c'est l'annulation qui est en cours. Et si ici, il faut bien le repartir correctement. Si je mets un nombre d'employés puis je clique sur planifier, on voit qu'il a détecté que ce n'était pas l'annulation, que tout s'est bien passé. Donc, on est capable de gérer tous ces éléments-là à l'intérieur de notre code de planification. Fait qu'on voit ici que le principe des formulaires, hein, ça vient en deux parties. On a le principe de ajouter des contrôles. Encore une fois, ça va toujours être fait pour vous parce que si vous avez un Mac, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais la deuxième partie, ça va être de faire la gestion des différents événements pour être capable de rajouter des éléments, enlever des éléments dans une liste, modifier des zones de texte, ajuster qu'est-ce qui se passe avec des boutons. Donc, ça va être d'être capable de faire ça avec nos différents formulaires qu'on veut créer dans le troisième travail pratique. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour commencer à travailler sur les formulaires du troisième travail pratique. Encore une fois, le principe, c'est qu'il y a quelques autres éléments ou en tout cas quelques autres méthodes que vous allez tomber dessus. Pour être capable de les trouver, il faut aller regarder les différents exemples qui sont sur le site de cours, les diapositives d'extra qui sont disponibles, d'être capable d'étudier le formulaire de planification qui vous est fourni avec le troisième travail pratique. Puis avec ces différents éléments-là, vous allez être capable de passer au travers du troisième travail pratique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, mais le principe, c'est une continuation de ce qu'on a fait dans le deuxième travail pratique. Donc, on a créé l'algorithme difficile. Là, il faut être capable de rajouter les informations pour être capable de traiter puis d'utiliser notre algorithme qu'on a créé au deuxième travail pratique. Fait qu'on va avoir des outils qui vont nous permettre de rajouter, supprimer des tâches, rajouter des planifications avec des nombres d'employés, d'être capable de donner les modifications de tâches, donc de dire c'est quoi les différents requis, de dire c'est quoi les différentes tâches dans le projet, de donner une durée estimée, de donner un nom. Puis à partir de là, on va avoir aussi une feuille Excel qui va avoir ces différentes informations-là, puis qu'on va pouvoir utiliser pour remplir les informations requises pour notre algorithme de notre deuxième travail pratique. Excellent. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui.